Bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Solocal et Bonial. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le Drive to Store post-confinement, état des lieux. Avant le confinement, on estimait qu'un tiers des consommateurs commençaient leur parcours d'achat en ligne et que 8 personnes sur 10 le finalisaient en magasin. En effet, le e-commerce représentait que 9% des ventes au détail dans le monde. Une stratégie Drive to Store efficace permettrait donc aux marques d'optimiser l'expérience client en connectant l'activité offline et l'activité online. Le confinement ayant chamboulé les habitudes des consommateurs, comment le Drive to Store en a-t-il été impacté ? Quels changements majeurs ont été observés concernant le Drive to Store post-confinement ? Quelles stratégies marketing et opérationnelles mettre en place pour favoriser le Drive to Store en période post-confinement ? Et enfin, comment nos invités voient l'avenir du Drive to Store ? Pour en discuter, Sophie Merle, consultante indépendante, Mathieu Réfé, consultant indépendant, Mallory Guido-Berthomé de Solocal, Geoffroy Sterrin de Bonial. Bonjour à tous, aujourd'hui dans The E-Commerce Society, on va parler Drive to Store, mais un Drive to Store dans un contexte particulier, le contexte d'une crise sanitaire que chacun d'entre nous vit, mais nous allons essayer de comprendre comment le Drive to Store a évolué de manière peut-être ponctuelle, voire pourquoi pas de manière permanente, dans un certain nombre de ses spécificités. Et pour ça, nous avons 4 invités et je vais poser ma toute première question. Quel changement majeur vous avez observé concernant le Drive to Store post-confinement ? On va commencer par toi, Sophie. Alors pour commencer, avant de parler spécifiquement du Drive to Store, je voulais quand même citer un chiffre impressionnant, et je prends celui de l'Angleterre parce qu'il est encore plus impressionnant que celui de la France. Aujourd'hui, 40% du commerce de détail passe par le e-commerce. Donc effectivement, on voit bien les enjeux autour, bien sûr, du e-commerce, mais aussi autour du Drive to Store, puisque des nouvelles habitudes sont en train d'être prises et elles sont post-confinement. Elles ne sont pas que pendant le confinement. En France, on est encore à des niveaux élevés aussi. Au niveau du e-commerce, on est à plus de 25%. Tout ça pour dire qu'effectivement, la prise en compte doit être forte de l'importance du digital dans le parcours client. Aujourd'hui, on sait qu'à peu près 50% des commerçants n'utilisent pas du tout le web marketing pour driver du trafic en magasin. Et donc, effectivement, il est temps de s'en préoccuper. Merci Sophie. De ton point de vue, Mathieu, quelles sont les observations que tu as pu faire concernant le Drive to Store post-confinement ? Les changements, ils interviennent finalement côté offre et demande, c'est-à-dire que, comme le disait Sophie, on a un changement des comportements de consommation, de produits, mais également de services qui a été induit par ce confinement. On a souscrit à des nouveaux services, on a utilisé des nouveaux sites web, donc on a eu un accès à l'information qui rend un consommateur vachement plus éclairé finalement sur son comportement de consommation, accès à l'information. Ce qui accélère un petit peu l'effet robot de recherche en ligne pour acheter après dans le point de vente. Research online, purchase offline. Exactement, très bon anglais. Très bon anglais. Et donc ce changement de comportement consommateur, les marques vont devoir s'y adapter. Et comme le disait Sophie également, effectivement, ce que j'ai constaté, c'est que ceux qui avaient mis le digital au second plan dans leur génération de trafic en point de vente ont vraiment repréempté cet espace-là et ont ressorti, comme par hasard parfois, les investissements pour lancer des projets qui étaient en stand-by ou qui n'avaient pas été sélectionnés quelques mois auparavant. Merci Mathieu pour tes observations. De ton point de vue, Mallory, chez Solocal, quels sont les changements majeurs que vous avez pu observer concernant le Drive to Store post-confinement ? Alors en fait il y a eu plusieurs temps. Tout d'abord je rejoins effectivement Sophie et Mathieu sur bien évidemment la montée extrêmement rapide et forte du e-commerce, mais ce qu'on a pu constater en fait dès la fin du confinement, c'est la nécessité de réamorcer la pompe de manière extrêmement structurante, forte pour l'intégralité des enseignes, que ce soit d'un point de vue multilocal mais aussi local. Après en fait en termes de différence on va dire dans l'approche, il y a quand même eu la nécessité d'aller un peu plus dans le one-to-one avec les utilisateurs et dans cette réassurance systématique. Forcément la période était un peu euphorique, on est enfin plus dans le confinement, mais il y a quand même en fait ce virus qui rôde toujours et qui du coup les consciences sont un peu
en interrogation et ont besoin d'être rassurés sur l'accueil en magasin, d'où le fait d'avoir une communication qui est beaucoup plus adressable et adressée surtout, donc faire non pas du one-to-many mais du one-to-one vraiment via le SMS. C'est ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu quand même une remontée et une prise en considération extrêmement forte du SMS avec des messages beaucoup plus axés sur les tranches horaires, sur le service, sur l'accueil, notamment pour les personnes un peu plus sensibles. Mais voilà, donc aujourd'hui en fait, si on va un peu plus loin, on est dans une situation un peu de, j'ai envie de dire, de pré-post-confinement. Il y a toujours en fait cette complexité sur la situation sanitaire qui freine un peu les interrogations. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est vraiment un effet qui va un peu au-delà du drive-to-store pur, c'est comment les marques réfléchissent aussi à l'expérience in-store et je parle un peu d'expérience optimisée. Comment, et on l'a pu le voir en fait pendant nos vacances ou autres, c'est qui se crée devant les magasins parce que justement les personnes, on ne peut pas rentrer comme à l'accoutumée, donc on a besoin, et les marques ont besoin de réfléchir un peu, non pas à la solution de générer du trafic en magasin, c'est sûr, mais aussi à comment j'accueille ce flot entrant et comment je leur permets de vivre une expérience qui reste optimisée. Merci Mallory. De ton point de vue, Geoffroy, chez Bonial, et j'allais dire ton point de vue et celui de Bonial, quant aux changements majeurs que vous avez pu observer concernant le Drive to Store post-confinement, qui est d'ailleurs une histoire en cours. En fait, ouais, complètement. Comme vient de le dire Mallory, à travers ses expériences, j'allais dire, optimisées en magasin. Yes. Complètement, je rejoins effectivement aussi tout ce qui a été dit et du coup j'ai complété peut-être d'ailleurs ce qu'a dit Mathieu sur ce côté offre et demande, puisque c'est vrai qu'on est des observateurs aussi assez privilégiés des deux côtés chez Bonial. Typiquement côté consommateur, on a vu des vrais usages qui ont été pris. C'est vrai qu'il y a une digitalisation du quotidien massif qui a été faite dans plein de domaines, mais aussi dans le commerce. Et donc pour les consommateurs, c'est notamment la préparation des achats qui a été vraiment une vraie évolution. On a vu nous des hausses d'utilisation de notre application, de notre site de l'ordre de x3, donc c'est assez conséquent. Et puis pas beaucoup de baisse en fait depuis. Donc c'est rassurant. C'est rassurant. Donc les usages encore une fois sont pris, puisque c'est vrai que c'est ce qu'on disait, un post-confinement, il y a des choses qui ont été faites et qui continuent. Ces consommateurs, ils ont aussi un peu évolué sur un point, c'est que le contexte économique oblige, fait qu'il y a une grande question et beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. Et dans ces cas-là, le consommateur il est quand même beaucoup plus vigilant sur ce qu'il achète, donc notamment les prix. Et c'est vrai qu'il y a une propension à vérifier les prix, être attiré par les promos aussi. Nous, on a vu que nos utilisateurs, quand on les interroge, plus de 50% d'entre eux disent qu'ils sont beaucoup plus vigilants sur cette notion-là qu'avant le confinement. Donc, du coup, si on vient maintenant côté offre et côté annonceur, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il faut effectivement prendre en compte ces nouvelles choses. Et donc, ce qu'on a vu, nous, depuis la fin du confinement, c'est effectivement une accélération aussi de ces projets liés au Drive to Store pour réamorcer la pompe, comme l'a dit Mallory. Et puis, pour répondre aussi à ces attentes des consommateurs, les rassurer sur le prix, les rassurer sur un certain nombre de services. Et donc là, on a vu que le digital avait permis de répondre à ces attentes et donc une accélération des projets. Et le dernier point d'observation qu'on a vu, c'est aussi que les annonceurs sont dans un besoin d'immédiateté et de s'adapter réellement en temps réel, puisqu'on voit que à tout moment, les choses peuvent évoluer. On attend d'ailleurs cet après-midi certaines annonces sanitaires. On ne sait pas ce que ça va donner. Et encore une fois, le digital permet cette réactivité-là pour les annonceurs. Donc on peut parler d'une sorte de reconfiguration du logiciel, tant du côté de la demande des clients que du côté de l'offre, c'est-à-dire les différents magasins. Ce qui me permet de poser cette seconde question. Quels sont, selon vous, les principaux challenges du Drive to Store aujourd'hui ? De ton point de vue, Sophie ? Alors de mon point de vue, il y a 3 challenges principaux. Il y en a bien sûr d'autres, j'en ai choisi 3. Le premier, il a été déjà un petit peu cité par Mallory, c'est l'expérience client. D'abord, l'expérience client liée au Covid, c'est-à-dire tout ce qui va être autour des files d'attente, des problématiques d'essayage. Il faut vraiment essayer, on le voit aujourd'hui, énormément de choses sont transformées dans les magasins. Toute la partie plaisir est disruptée. Or, les statistiques, bien avant le confinement, disaient que 70% des Français aiment faire du shopping pour le plaisir. Aujourd'hui, quand on sera en magasin, on perd un peu la notion de plaisir. Donc, en dehors du masque, des files d'attente, du gel, je pense qu'il faut aussi réorganiser le magasin et lui redonner une place face à ces 30% de e-commerce qui soit séduisante. Voilà. Alors,
Certes, pendant le Covid, ça reste un peu une gageure, mais il y a certainement des choses à faire. Moi, j'ai vu des magasins comme Zara qui ferment certaines entrées à cause du chemin. Alors, ils n'y sont pour rien, hein, c'est vraiment la situation qu'on vit tous au quotidien. Mais c'est vrai que quand on se rend au magasin aujourd'hui, on n'a pas cette impression de détente et de relaxation qu'on pouvait avoir avant. Donc ça, c'était un point important. Le deuxième point qui est plus au niveau de l'organisation des entreprises, c'est la culture. Justement, pareillement, Mallory l'a dit, le temps. Aujourd'hui, les mesures changent en permanence. Il faut pouvoir s'adapter, presque au jour le jour, au mois le mois. Le digital le permet. Est-ce que les organisations aujourd'hui sont capables de s'adapter à ce changement de culture et en particulier un changement de mindset dont on parle depuis longtemps, qui est de se structurer en étant customer-centric, avec une vision direct au consumer et pas une vision purement marché. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point qui me préoccupe aussi souvent comment dire, que ce soit dans le Drive to Store ou dans le digital, c'est de prendre aussi la mesure d'être capable de mesurer. C'est pas très bien dit, excusez-moi. Non, mais le mot mesure, voilà, le mot mesure est central. Et dans mesurer, il y a aussi cette capacité à prioriser. À partir du moment où on parle d'e-commerce et de Drive to Store, il va falloir prioriser. Les commerçants ne vont pas tous pouvoir mettre de l'argent dans tous les canaux. Donc la mesure aide à se reposer des questions, à être aussi dans l'optimisation sur le Drive to Store, savoir quel canaux privilégier, est-ce qu'on privilégie les mailings, les push notifs, etc. Donc il y a quand même énormément de canaux, énormément d'actions à mettre en place. Et mesurer, tracer, être capable de suivre le ROI d'une façon la plus holistique possible me paraît être le challenge pour les organisations aujourd'hui et demain. Merci Sophie. De ton point de vue, Mathieu, quels sont les principaux challenges du Drive to Store aujourd'hui ? Alors les challenges, ils sont nombreux parce que finalement le Drive to Store, il revêt plein de réalités différentes et c'est un marché très hétérogène suivant si on parle d'un centre commercial outlet, si on parle d'un réseau d'enseignes, un réseau de franchise ou d'un petit commerçant indépendant. Ils ont des problématiques différentes, ils ont des moyens différents et puis après ils vendent pas les mêmes produits, on n'a pas les mêmes attentes par rapport à ça. Donc les challenges, ils sont nombreux parce que c'est très hétérogène. Moi je me concentre sur le pourquoi et le comment finalement. Pourquoi faire venir quelqu'un en point de vente, spécifiquement quand on a déjà un site e-commerce par exemple. Donc, à mon sens, il faut replacer et travailler sur quelle valeur ajoutée je donne au point de vente par rapport à mes services en ligne et inversement. Et comment j'amène ce point de vente et comment j'amène de la valeur à l'intérieur de ce point de vente que je ne peux pas délivrer finalement par mon site internet ou par mon site e-commerce. Donc, à mon sens, il y a un travail du message de la part des marques sur venez chez moi parce que... Et il y a une promesse en face et quelque chose qui a de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est un gros travail sur le pourquoi. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui ont un gros travail sur ce pourquoi faire venir en point de vente. Et le comment, alors bon, moi je suis un pur produit du digital, donc je vais parler que de digital évidemment, mais le comment, on a plein de canaux, Sophie l'a évoqué, on a un travail sur ses propres bases de données, sur la partie fidélisation, hein, donc mettre en place les structures technologiques qui nous permettent de générer du lead, d'avoir cette connaissance client et de s'en servir derrière dans l'activation. Puis après, dans l'acquisition pure de nouveaux clients, là, il y a moult, effectivement, canaux, leviers, que ce soit les réseaux sociaux, l'univers très googlien des choses, l'univers programmatique, le SMS, on en a parlé tout à l'heure, Mallory évoquait une croissance, l'augmentation de recours de SMS, et j'ai constaté effectivement la même chose. Donc, de pouvoir finalement éduquer, informer les marques, les annonceurs sur l'ensemble de ces canaux et puis se faire accompagner pour bâtir les bonnes stratégies pour faire venir. Merci Mathieu. De ton point de vue, Mallory et celui de Solocal également, quels sont les principaux challenges du Drive to Store aujourd'hui ? Alors, en fait, au risque de paraphraser ce qui a été dit précédemment par Sophie et Mathieu, certains éléments sont très opérationnels, mais néanmoins structurants pour les annonceurs aujourd'hui, et c'est effectivement la notion de mesure, la mesure de la visite. Aujourd'hui, chaque acteur agissant sur Drive to Store a sa propre mesure, sa propre méthodologie, ce qui crée forcément des confusions. D'où l'avènement de plus en plus fort en fait, de ces tiers mesureurs, qui sont des Keros, des Retency, des AdSquare, des Smart Traffic, qui sont systématiquement en fait, adossés aux campagnes pour apporter justement ce tiers de confiance. Donc pour nous, en fait, en tant qu'acteur du Drive to Store, ça nécessite aussi en fait, de faire un peu basculer notre méthodologie d'analyse et de venir s'adosser en fait, à cette technologie, de vraiment devenir partenaire en fait, de ces solutions pour
être 100% en fait compliance, pardon pour l'anglicisme, avec les attentes conformité. en conformité avec les attentes des annonceurs, pour justement aller dans ce sens que prône aussi en fait la MMA et le CESP avec leur certification, d'avoir une mesure qui est unique et référente sur le marché. Ce qui nous permettra déjà en fait d'asseoir un peu cette légitimité qui peut souvent en fait être constatée par certains acteurs, annonceurs notamment, qui se disent le drive to store au final, j'ai appelé mon magasin, il a vu 2 visites. Et toi tu m'en dis 20, c'est nul. Donc on a besoin effectivement d'assurer cette conformité parce que le drive to store aujourd'hui, on en parlera très certainement après, mais a une place extrêmement prépondérante dans le mix média. Autre point, et de plus en plus. Autre point, c'est effectivement une notion, je pense, qui est d'accompagnement des annonceurs sur une meilleure compréhension des consommateurs. Et donc la notion un peu d'étude, d'analyse, d'insight, si on fait encore de l'anglicisme, pour permettre à ces annonceurs d'avoir ils ont plein d'études certes, mais via en fait le Drive to Store, on a quand même une capacité de venir fournir une analyse beaucoup plus fine du comportement de mobilité de l'utilisateur, de sa zone de chalandise, du code iris même, pour justement permettre à ces annonceurs de venir affiner. Donc le Drive to Store en fait a quand même sur cet aspect-là une vraie valeur et des vrais challenges en fait à montrer sa cohérence. Et après, je terminerai sur la partie qui est très locale, forcément c'est notre cœur d'activité. Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il y a une évolution du e-commerce et que la notion de repos, la notion en fait d'être sûr que le e-commerce et que l'expérience magasin soit un peu compilée et apporte une complémentarité lorsque je vais en magasin. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui une énorme partie du tissu économique français n'a pas de site e-commerce, repose aujourd'hui sur des besoins nécessaires d'avoir des solutions, comme nous on peut proposer, qui vont leur permettre d'assurer cette génération de trafic en magasin, parce qu'ils sont sur une toute petite zone de chalandise, n'ont pas de budget marketing, et justement vont dépendre en fait de ces actions-là. Donc il y a beaucoup de challenges, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités qui vont se créer sur les prochains mois, j'en suis convaincu, tant d'un point de vue de gros annonceurs, avec une grosse enseigne et un réseau extrêmement massif, mais aussi en fait sur des enseignes beaucoup plus petites, voire même uniques sur une micro-région. Merci Mallory. De ton point de vue, Geoffroy, quels sont les principaux challenges du Drive to Store aujourd'hui? Ton point de vue et celui de Bonial. Alors, je partage exactement ce qui a été dit, d'un point de vue déjà un peu stratégique, et je vais peut-être me concentrer sur quelques challenges que j'ai retenus d'un point de vue un peu plus opérationnel, notamment pour les annonceurs. Le premier, ça rejoint ce que disait Sophie lors de la première question. Je dirais que j'appelle ça la mise à l'échelle des campagnes Drive to Store des annonceurs. Il y a un vrai besoin effectivement d'accélérer encore sur ce point par l'importance aussi qu'a répété Mallory sur ces enjeux Drive to Store, de faire venir les gens en magasin. Et donc, d'ailleurs, quand on regarde un peu ce que font les annonceurs, ils n'ont pas attendu le digital pour faire du Drive to Store. Il y a déjà plein de moyens pour faire du Drive to Store. La radio est un média souvent utilisé, le prospectus papier, ce fameux prospectus papier est souvent utilisé. Et quand on regarde leur plan, c'est vrai qu'un prospectus peut envoyer 5 millions, 10 millions, 15 millions, avec 15 millions d'exemplaires dans les boîtes aux lettres. Donc il y a une vraie échelle qui a été prise sur le côté peut-être offline. Et du coup, maintenant, peut-être charge aux annonceurs d'essayer de mettre à l'échelle aussi en online ces campagnes Drive to Store. Deuxième point peut-être à évoquer sur les challenges, du coup, pour mettre à l'échelle, c'est l'automatisation, selon nous, de ces fameuses campagnes, puisque on est souvent dans des cadres assez particuliers où on va avoir des enjeux nationaux, de grands réseaux parfois d'enseignes, mais avec une approche aussi locale. Le Drive to Store, c'est comment je fais venir mon consommateur dans le magasin à côté de chez lui, dans sa zone de chalandise, et donc c'est très local. Et donc souvent, il y a des différences à prendre en compte dans des campagnes, à la fois donc un enjeu d'être massif et en même temps de s'adapter au local. Et ça, sans l'automatisation et sans des technologies un peu poussées pour le faire, ça va être très compliqué pour les annonceurs. Donc il faut qu'ils se dotent avec leur agence de ce type d'outils. Et puis le dernier point a déjà été évoqué, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais bien sûr c'est la mesure. Et ça, on est tous d'accord pour le dire. Et du coup, le challenge peut-être, c'est de s'assurer d'une mesure cohérente entre tous les acteurs qu'on va pouvoir utiliser pour justement les comparer avec le même système de mesure, avec une méthodologie cohérente pour tout le monde et principalement en faisant appel à des tiers mesureurs, c'est l'idéal. Merci Geoffroy. Alors justement, dans ce qui vient d'être dit, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut changer de stratégie justement, entre autres, mais également de stratégie. Enfin, dans les stratégies, il y a aussi bien la stratégie marketing que la stratégie opérationnelle, notamment pour l'expérience en magasin, ce que tu as évoqué tout à l'heure, Mallory. Alors, quelle stratégie marketing et opérationnelle mettre en place pour favoriser le Drive to Store en cette période de post-confinement? De ton point de vue, Sophie?
Alors, de mon point de vue, en termes de stratégie marketing opérationnelle, Mallory, Mathieu en ont déjà évoqué un certain nombre. Je pense que je reviendrai un petit peu à une vision stratégique et à se reposer, en fait, quelle est la problématique du magasin, en particulier avec cette situation post-confinement. Est-ce qu'on a une problématique plutôt de trafic, auquel cas, effectivement, on va jouer peut-être sur les réseaux sociaux, sur le référencement, etc. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Est-ce que c'est le trafic qui pêche, ou est-ce qu'effectivement, on a un problème au niveau du magasin en lui-même, c'est-à-dire on a des files d'attente importantes, c'est-à-dire reprendre en fait le sujet de façon holistique et en fonction, mettre en place des choses différentes. Alors, je vais donner un exemple. Typiquement, beaucoup de gens ne veulent pas aller en magasin. C'est pas le fait de faire du référencement sur Google qui va les amener en magasin. En revanche, tout ce qui va être click and collect va permettre de les faire passer en magasin et peut-être de se rendre compte que finalement la situation n'est pas si catastrophique que ça. Voilà. Ça peut être aussi des stratégies. Après, il y a effectivement un certain nombre de stratégies qui ont été listées. Celle dont on n'a pas bien sûr parlé, c'est Google Shopping. C'est travailler son own media. On a évoqué les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup d'emailing. D'ailleurs, pendant le confinement, énormément d'entreprises ont mis le paquet, je dirais, sur l'emailing pour le e-commerce, mais il peut être bien sûr utilisé aussi en stratégie magasin. Et donc, voilà, j'ai pas listé l'ensemble des éléments. On a parlé du push, voilà, on a parlé d'un certain nombre de choses. La liste est longue. Merci Sophie. De ton point de vue, Mathieu, quelle stratégie marketing et opérationnelle mettre en place pour favoriser le drive to store en période de post-confinement ? Alors, il y a un élément qui a été largement mis en place pendant le confinement et qui a perduré par la suite, c'est le click and collect. On en a parlé, on en a tous parlé. Ça réconcilie vraiment finalement l'offre et la demande, le besoin. Et puis, l'utilisateur se déplace quand même en point de vente, n'a pas les inconvénients, comme le disait Sophie. Donc ça, je pense que ça va se poursuivre et que les marques étudient dans quelle mesure elles peuvent mettre en place ce genre de service. Donc finalement, la stratégie, c'est la stratégie de nouveaux services, toujours pour redonner de la place au point de vente et de la valeur au point de vente. Après, tout simplement se reposer sur des basiques de présence management, de SEO local, de référencement local. Quand un utilisateur me cherche, il faut qu'il me trouve. Google My Business, Waze, les pins, le search sur Waze, tous ces éléments, le store locator aussi, pour les enseignes pour qui c'est adapté. Le store locator a souvent été... Finalement, bon voilà, on va mettre un store locator sur le site, par exemple, pour dire où on est placé, mais on s'en servait pas plus que ça. Aujourd'hui, c'est un vrai vecteur pour donner de l'information, pour récolter de l'information sur ses utilisateurs, pour derrière l'activer aussi, pour du retargeting ou des choses comme ça. Donc le presence management, pour moi, c'est quelque chose qui doit être reconsolidé si ce n'est pas déjà fait. Deuxième élément, toutes les stratégies basées sur le CRM. Donc là, la data qu'on a collectée, l'activer, l'emailing, et évidemment éviter de faire des envois d'emailing massif, on va dire peu performant, mais plutôt de s'orienter vers des stratégies de marketing automation, avec une vraie segmentation des données, l'activation de ces données, de la personnalisation auprès des clients que l'on souhaite cibler ou des prospects qu'on a en base. Puis le dernier point, tester les nouveaux formats, tester les nouveaux canaux payants finalement, et voir ce qui correspond le mieux et pour avoir l'établissement de son mix média idéal, donc de ne pas avoir peur de tester. Moi, je travaille beaucoup avec des acteurs qui débutent dans le digital sur cette notion de drive to store, donc on a besoin d'emmagasiner du learning, donc de ne pas avoir peur de tester, d'apprendre, de collecter de la donnée pour vraiment composer et trouver les clients et trouver nos prospects là où ils sont en train de naviguer, tout simplement. Merci Mathieu. De ton point de vue, Mallory, et du point de vue de ce local, quelles sont les stratégies marketing et opérationnelles mettre en place pour favoriser le drive to store en période post-confinement ? Alors, tout d'abord, en fait, c'est extraordinaire d'assister et de réaliser cette émission parce que je pense qu'il y a un consensus assez général sur l'ensemble des thématiques abordées. Je ne peux que rejoindre encore une fois Sophie et Mathieu sur cette notion effectivement de bien utiliser l'intégralité des nouvelles fonctionnalités, de click and collect, d'harmoniser aussi la présence digitale de l'ensemble des annonceurs d'un point de vue national et local, avec les fiches GMB, avec encore une fois du référencement local, avec du social local, etc. Bref, tout ça correspond effectivement à une très grosse partie de notre offre aujourd'hui. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a encore
encore en fait un besoin d'alignement entre la tête de réseau et effectivement l'ensemble de ces réseaux pour justement s'assurer en fait que les actions soient mieux coordonnées. Une communication nationale avec vocation de générer du trafic en magasin, parfois en local, il peut s'avérer qu'il y ait des petites disconnexions. Donc l'idée est encore une fois, nous, notre rôle est d'assurer en fait l'accompagnement sur une meilleure coordination sur l'ensemble de ces éléments. Après, si on analyse un peu le sujet et si on prend un peu plus de hauteur, le drive to store, j'ai souvent l'impression que c'est un peu la petite cerise sur le gâteau des plans et des actions marketing. C'est qu'on se dit, tiens, on va faire un peu de drive to store sur la campagne, parce que c'est quand même important d'alimenter notre réseau. C'est quelque chose en fait qui doit être, je pense, beaucoup plus intégré dans les stratégies aujourd'hui opérationnelles des annonceurs, via les agences. Notamment par exemple sur la problématique aussi de digitalisation du catalogue, c'est quelque chose qui est vital au-delà des normes RSE, c'est aussi en fait quelque chose sur lesquels l'annonceur a une vraie valeur ajoutée, donc faut venir intégrer en fait ces éléments dans le mix média. Et le drive to store doit aussi, au même titre que les autres leviers, être bien intégré dans cette considération et dans la notion en fait des stratégies nos annonceurs pour s'assurer en fait qu'entre le discours de marque et derrière, en fait, ce qui va se passer en magasin, il y a quand même une certaine cohérence. Et pas juste je prends la parole pour expliquer que ma marque est géniale et qu'au final, en magasin, l'expérience est déceptive ou pas du tout alignée avec ce sur quoi j'ai voulu communiquer. Merci Mallory. De ton point de vue, Geoffroy, et de celui et le point de vue également de Bonial, concernant justement ces stratégies marketing et opérationnelles à mettre en place pour favoriser le drive to store en période post-confinement. Ouais, ce qu'on recommanderait et ce qu'on constate d'ailleurs, ce qui est déjà fait par un certain nombre de nos clients ou agences, c'est une stratégie qu'on pourrait appeler de budget base zéro. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette stratégie. En fait, elle a pour objectif de vraiment créer une rupture dans la manière dont on va adresser son budget. Et c'est comme on le voit là depuis tout à l'heure autour de cette table, ou comme on l'entend, il y a un vrai besoin des annonceurs d'intégrer beaucoup plus le drive to store dans leur stratégie, comme vient de le répéter aussi Mallory. Et donc pour ça, si on se base sur la manière dont on fait ses budgets de manière un peu habituelle, comme on fait, on va en fait repasser sur le passé. J'adapte mon budget en réallouant un petit peu de ce que j'ai déjà fait ou en enlevant un petit peu. Mais il n'y a pas de vraie rupture. C'est vrai que l'approche budget base zéro permet vraiment de se dire, en fait, je repars d'une feuille blanche et je recommence à écrire ligne par ligne de quel budget j'ai besoin pour atteindre un objectif très précis et donc allouer le bon média à cela. Un bon exemple en ce moment, c'est, je pense, Ikea. Ikea, par exemple, a arrêté la distribution de son fameux catalogue dans toutes les boîtes aux lettres. C'était pourtant, je crois... À la rentrée, c'est ce qu'on attendait tous. J'étais un peu déçu. Il n'est pas là. Mais vous pourrez le retrouver sur d'autres plateformes. Je tairai le nom, bien sûr. Mais effectivement, en tout cas, voilà, Ikea, c'est une vraie rupture ce qu'ils ont fait. Honnêtement, c'est hyper courageux. Ikea et leur agence, ce qu'ils ont fait. Et donc, mécaniquement, ils ouvrent pour le coup une vraie rupture aussi dans leur budget et donc des nouvelles ressources qu'ils vont pouvoir allouer à d'autres objectifs, certainement. Et ce qu'on constate une fois qu'on a fait cette rupture, c'est effectivement souvent c'est le digital qui va capter un peu plus de budget que d'habitude, pour les simples et bonnes raisons que c'est souvent une réponse hyper adaptée. Ça permet d'être beaucoup plus réactif, hein, on l'a dit, il faut savoir adapter le message, il faut savoir mieux cibler ses consommateurs, c'est aussi beaucoup plus mesurable et tangible. Et donc, dernier point du coup de cette stratégie, c'est qu'en mesurant, on va pouvoir faire de meilleurs arbitrages et donc une meilleure maîtrise de ces budgets, ce qui est souvent aussi un objectif par les temps qui courent. Merci Geoffroy. On en arrive à notre dernière question. C'est quoi l'avenir du Drive to Store ? De ton point de vue, Sophie ? Alors, de mon point de vue, l'avenir du Drive to Store, donc je ne suis pas Madame Irma, donc j'aurais du mal à faire des prévisions exactes. Je pense effectivement, et on l'a vu par rapport à tout ce qui a été dit, qu'il va y avoir une vraie prise de conscience, plus généralement d'ailleurs une prise de conscience au niveau du digital. Et j'en reviens à mon chiffre d'introduction, 40% du business, du commerce de détail au UK passe par le digital. C'est quand même un chiffre colossal. Ça montre l'importance que ce média, si tant est que dans ce cadre-là, on le voit que comme un média, a. Et il faut effectivement un avenir structuré. Voilà. Merci Sophie. De ton point de vue, Mathieu, quel avenir pour le Drive to Store ? L'avenir, je le vois à la fois complexe et réinvesti sur le digital. Complexe parce que technologiquement parlant, c'est un univers qui reste aujourd'hui quand même assez complexe pour adresser les choses quand on est une marque. Donc il faut le comprendre. Et puis il faut aussi que le marché simplifie un peu la lecture de ses offres, je pense. Et également une partie, on va dire, plus pédagogique sur laquelle, effectivement, je pense qu'il faut
qu'on accompagne plus les marques et puis les points de vente indépendants, celui qui a sa petite boulangerie, lui apprendre à utiliser les outils pour être plus attractif sur le web. Donc l'avenir, je le vois dans la pédagogie et la technologie. Merci Mathieu. De ton point de vue, Mallory, c'est quoi l'avenir du Drive to Store ? Alors, l'avenir du Drive to Store, volontairement, il ne peut être qu'extrêmement bénéfique, profitable, je l'espère, à l'ensemble de l'écosystème. Mais il y a un mais. Et le mais, j'y viendrai tout à l'heure. D'un point de vue, si on regarde en fait le verre à moitié plein, on va dire, aujourd'hui, alors oui, effectivement, les chiffres varient, mais ce qui est sûr, c'est que la majorité des ventes aujourd'hui sont encore réalisées en physique. Les magasins sont pleinement en fait dans le parcours de consommation des utilisateurs. Donc il est nécessaire pour les marques, pour les enseignes, d'assurer et de continuer à maintenir en fait un flot entrant de visiteurs sur l'ensemble des points de vente. Et je veux aller un peu plus loin, il en dépend aussi en fait de quelque part notre capacité économique, notamment en région, parce que ces régions et ces magasins apportent de l'emploi, à continuer à assurer en fait cette génération de trafic parce que notre économie quelque part en dépend. Maintenant, on va pas se mentir, on est sur un marché qui est en phase et en quête de maturité. Beaucoup d'acteurs, effectivement, avec des technologies plus ou moins différentes, nécessité d'ajuster la mesure. Donc ça crée un certain flou. Donc il faut arriver en fait à cette phase de maturité. Et je pense que ça va passer par de la concentration. Il risque d'y avoir, on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le marché. Je pense qu'il va y avoir certains acteurs, ce qui a déjà été un peu le cas avec les dispositions de la CNIL récemment, qui vont amener à faire des pivots de société, de changer le business model, voire potentiellement de disparaître. Donc ce marché va se concentrer. Une sorte de darwinisme de l'e-commerce. Peut-être, nous verrons. Et après, en fait, l'autre point, c'est tu m'as troublé avec le darwinisme, mais c'est en fait le fait comment dirais-je, de voir aussi que la CNIL est en phase de réflexion sur des actions qui sont menées en fait sur le Drive to Store, notamment en fait l'utilisation du bid request. C'est encore une zone grise. Est-ce que ça va être maintenu? Est-ce que ça va pas être maintenu? Si c'est maintenu, formidable, ça me permet en fait d'assurer et de continuer à opérer de cette manière-là. C'est pas maintenu, ça induit de changer un peu de paradigme. Et l'autre élément qui va être d'autant plus structurant, c'est l'évolution aussi en fait des GAFA sur la gestion, notamment en fait de leur browser, quoi. iOS, Android. Il y a quand même eu déjà iOS 13 des modifications avec l'apparition de la pop-up qui dit telle application vous a suivi et vous a analysé 24 fois dans votre parcours. Voulez-vous continuer à être suivi? Ça impacte effectivement sur des solutions comme la nôtre. Nous, on est 100% SDK et on fait des applications servicielles, pas jaune Mappy, donc forcément on est moins impacté, mais ça a un impact. Et la fin de l'IDFA, qui gronde du côté de San Francisco, qui a été reporté à janvier 2021, mais qui est un fait, qui va arriver et qui va induire aussi que le marché, si l'IDFA se met en place, ou si la suppression de l'IDFA se met en place, il y aura très certainement un impact assez majeur sur les acteurs du Drive to Store. Donc plein de belles choses, plein d'opportunités, et je terminerai, et j'arrête là-dessus, sur aussi l'avènement de la télé connectée, qui pour en fait les acteurs du Drive to Store est une opportunité d'aller encore plus loin dans la convergence des leviers. Et justement, on parlait de la cerise sur le gâteau, de faire en sorte que le Drive to Store soit pleinement et encore plus intégré aux stratégies en fait et aux mix médias. Merci Mallory pour toutes ces précisions. En tout cas, plein d'enthousiasme et également des alertes pour justement s'adapter à ce monde qui change, pas simplement à cause d'un virus, mais également à cause d'un écosystème technologique qui part à d'autres virus technologiques. Merci Mallory. Geoffroy, de ton point de vue, c'est quoi l'avenir du Drive to Store ? L'avenir du Drive to Store, selon nous, on le voit aussi assez positif, même très positif, puisque il y a une véritable en fait demande des consommateurs. Donc c'est vraiment, on parlait de client-centric, ça part par là, ça part de là. C'est les consommateurs. On voit qu'ils sont de plus en plus sur le digital, et donc leur préparation d'achat se fait de plus en plus sur le digital. Et donc mécaniquement, c'est un domaine qui va continuer de grandir, alors d'apprendre également, mais de se structurer, mais de grandir. Et puis parce que du coup, les annonceurs doivent suivre cette tendance pour s'adapter à ces nouveaux consommateurs. Je dirais aussi que c'est un avenir qu'on voit, je vais dire, intéressant, si je devais résumer en un mot, et effectivement dû à toutes ces
ce cadre légal qui va certainement beaucoup évoluer dans les prochains mois, prochaines années. On a beaucoup parlé du cadre légal via le digital, mais en fait, ce cadre légal va aussi certainement évoluer d'un point de vue des médias plus traditionnels. On parlait un peu du prospectus papier, qui est le fer de lance du Drive to Store depuis des années pour beaucoup d'enseignes. Il est assez challengé ces derniers temps. Il y a des initiatives qui posent la question de savoir si on va encore beaucoup le distribuer dans toutes les boîtes aux lettres sans demander le consentement des consommateurs pour cela. Sans compter également l'impact au niveau de l'environnement. Bien sûr, sans compter l'impact au niveau de l'environnement, même si c'est une filière qui s'est plutôt bien organisée, il faut l'avouer sur ce domaine-là. Donc là, on est plutôt dans une forme en fait de publicité responsable à plein de niveaux. Donc ça va être sur l'environnement, ça va être sur le consentement, que ce soit en offline et en online, bien sûr c'est déjà fait, mais peut-être en offline, sur l'affichage numérique aussi dans les espaces publics. On voit des choses tout à fait étonnantes. Le maire de Bordeaux, là aujourd'hui, avec cette histoire de sapin, qui prouve que ça va très vite, en plus, dans ce monde-là. Et déjà, pour parler aussi de manière beaucoup plus positive sur des initiatives, moi je salue l'initiative que je lisais hier de Groupe M, qui va donc mesurer l'impact carbone des campagnes médias de ces annonceurs, et je trouve que c'est une super initiative qui va du coup pousser justement tout l'écosystème à aller dans cette forme de responsabilité. Et puis du coup, petit clin d'œil aussi pour Bonial, puisque cette année on va être justement on va atteindre la neutralité carbone dès cette année de notre côté, parce qu'on avait un peu anticipé ce mouvement et on souhaite justement s'inscrire totalement dans cette forme de responsabilité également. Merci Geoffroy pour cette vision. Merci également Mallory. Merci Sophie. Merci Mathieu pour avoir participé à cette émission sur l'impact du confinement sur le Drive to Store et comment le Drive to Store post-confinement écrit son histoire actuellement. En tout cas, ce sera une histoire longue puisqu'il y a eu un impact certain sur la manière dont les e-commerçants, mais également les commerçants s'organisent pour assurer leur pérennité. Merci à vous et à très bientôt. Ainsi s'achève ce débat sur le Drive to Store post-confinement. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Un des principaux challenges du Drive to Store est de remettre du plaisir dans le shopping, favoriser le marketing automation et mesurer. 2. Le Drive to Store ne doit pas être la cerise sur le gâteau, mais être bien intégré dans la stratégie globale de l'enseigne. 3. L'avenir du Drive to Store, c'est anticiper les mutations technologiques et réglementaires, suppression de l'IDFA, suppression des cookies, la télévision segmentée. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Solocal et Bonial pour leur soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.